On va demander à trois intervenants de me rejoindre sur scène. Pascal d'Oliveira, Jean-Pierre Simor et Madame Karine Van Ejnoort, qui est directrice de recherche au CNRS en biologie structurale. Pascal d'Oliveira est adjoint au directeur du LIDIL, coordinateur du projet Ultrafast Luma. Et Jean-Pierre Simor est directeur adjoint scientifique de CNRS Chimie, coordinateur du projet Opérando Prototypage Luma. Installez-vous, bienvenue, merci d'être avec nous. Je vais faire la même chose que vous, m'asseoir sans faire trop de bruit. Et avec vous, on va essayer de comprendre un petit peu comment s'est organisé ce réseau de plateformes. On l'a dit tout à l'heure, il y a bien sûr des projets ciblés de recherche thématique, les Moonshots Project, dont il sera question demain matin. Mais à côté de ces Moonshots Projects, il y a des projets ciblés visant la création d'un pôle national de plateformes distribuées. Et donc ce hub d'infrastructure Luma est composé finalement de deux volets que je viens de citer, Opérando Prototypage et Ultrafast. Avec vous, on va essayer de voir comment tout ça s'est organisé, quelles sont les grandes parties de ce réseau, et puis on va essayer de voir comment on accède à tout ou partie de ce réseau de plateformes. Voilà. Pour commencer, on va parler de la constitution de ce hub. D'abord, à Monsieur d'Oliveira, j'aimerais demander comment le portfolio de plateformes, à travers ces deux vagues, s'est lancé. Alors en fait, le portfolio d'infrastructures s'est vraiment constitué dès le départ, lors du montage du projet. On est parti des propositions de la communauté, donc il y a eu un nombre important même d'infrastructures qui sont remontées. Et à partir de là, une sélection a été faite sur la base d'un certain nombre de critères qui nous semblaient être les bons critères pour au moins démarrer. Donc l'un des critères, bien sûr, c'était la pertinence scientifique vis-à-vis des thématiques de l'UMA. Il fallait avoir les bonnes plateformes pour pouvoir obtenir et faire les recherches et obtenir les résultats qu'on cherchait. Le deuxième critère, c'était l'excellence et la rareté des infrastructures. L'objectif, c'est de permettre aux chercheurs d'avoir accès à des infrastructures de haut niveau qu'ils ne vont pas trouver dans leur laboratoire et qui ne sont pas forcément faciles à mettre en œuvre dans leur laboratoire. Donc c'était le deuxième critère. Il y a aussi un critère de complémentarité. Bien sûr, il faut arriver à couvrir au mieux l'ensemble des besoins de la communauté qui va travailler dans l'UMA. Et également un critère qui porte sur la capacité du laboratoire à mener cette activité d'accueil. Il faut avoir un minimum de personnel technique. Il faut aussi, et c'est préférable, avoir déjà eu une première expérience, si possible, dans d'autres réseaux d'infrastructures. Alors, je donne dans quelques instants la parole à Madame Karine Van Ejnoort pour parler d'Infranalytics, puisque je l'ai pas dit, mais vous dirigez Infranalytics, qui s'intègre dans cette constellation d'équipements et de plateformes. Avant ça, juste, Monsieur Simor, comment, ce fonctionnement en forme de réseau de plateformes, finalement, ça représente quels atouts surtout? Donc, l'intérêt, effectivement, c'était de structurer ces plateformes sur une structure qu'on puisse pérenniser pas dans le temps et qui donne un véritable accès aux projets de recherche, qu'on a vu que c'est très important, effectivement, pour accélérer la recherche, d'avoir accès à ces technologies de pointe. Et en lumière, il n'existait pas beaucoup de plateformes qui répondaient véritablement aux questions. Donc, la structure qu'on a prise, on s'est collé un petit peu sur les infrastructures réparties qui existent dans la feuille de route nationale déjà, des infrastructures nationales qui sont délocalisées et qui présente l'avantage à la fois d'avoir une entrée unique et des dépôts de projets et donc d'avoir véritablement une visibilité, une structuration qui pérennise le fonctionnement, et puis aussi d'avoir des structures qui soient proches des laboratoires, c'est-à-dire qui soient assez adaptables et qui permettent effectivement d'utiliser les compétences des scientifiques, parce que ces plateformes sont opérées aussi par des gens qui doivent être très très performants et connaître leur technique, et c'est ce côté-là qui est très intéressant, c'est d'avoir des plateformes qui sont à proximité des compétences et qui vont donner accès et qui vont jouer dans ce réseau-là le rôle de leur ouverture à toute la communauté. Dans quelques instants, on va revenir sur ces équipements et puis sur ces ressources, notamment humaines, dans le deuxième temps de cet échange. Infranalytics, qu'est-ce que c'est et comment ça s'intègre dans ce patchwork, j'allais dire, cet ensemble de plateformes?
Alors, Infraanalytics, c'est une des plateformes dont vient de parler Jean-Pierre. Hein. C'est une plateforme, une infrastructure de recherche nationale qui est inscrite sur la feuille de route du ministère, qui est pilotée par CNRS Chimie et qui regroupe, comme le disait Pascal, des équipements de pointe, à la fois en résonance magnétique nucléaire, en résonance paramagnétique électronique et en spectrométrie de masse à transformer de Fourier, et qui opèrent des très très hauts champs magnétiques. Donc c'est leur spécificité. Et c'est des instruments d'analyse. Donc c'est une plateforme qui est technologique, avec des applications extrêmement variées. Donc qui nous permet de travailler sur toutes les formes de matériaux, que ce soit liquide, solide, gaz, des matériaux inorganiques, organiques, biologiques, et donc pour des applications absolument énormes, que ce soit dans tous les domaines, en particulier les domaines de l'humain. Créé en 2022, c'est ça? Créé au 1er janvier 2022, c'était un regroupement de 3 infrastructures précédentes et qui avait le gros avantage d'être déjà opérationnel. Je dirais, on a une capacité d'accueillir des gens de manière gratuite déjà, enfin gratuite, ils sont financés, Oui. et un réseau d'ingénieurs qui sont vraiment formés à accueillir des scientifiques de l'extérieur. Comment s'est fait ce rapprochement avec le PEPR Luma? Je pense que ça s'est fait relativement naturellement. On a entendu tout à l'heure Maggie qui parlait de RPE, de RMN. Donc déjà, d'un point de vue purement d'interface physique-chimie, ce sont les techniques qu'on utilise sont des interactions entre l'onde, entre des ondes électromagnétiques et la matière. Donc quelque part, c'est pas de la lumière au sens dont on l'entend là, mais c'est une forme d'interaction lumière-matière. Et ensuite, de manière générale, ce sont des techniques d'analyse sur des matériaux. Et à partir du moment où on peut analyser des matériaux, l'idée c'était de s'intégrer dans l'UMA, en permettant d'améliorer ces équipements et de permettre de regarder des interactions lumière-matière pour aller sonder ensuite ce qui se passe au niveau de l'analyse de ces matériaux, de tout type de matériaux. On va en revenir sur la façon dont ça a été. Certains de ces instruments ont été accessorisés pour répondre aux besoins de la communauté du PEPR Luma. Je voudrais qu'on dégage un peu. Alors, je sais que c'est un ensemble, cette plateforme, cette infrastructure, ce hub, et qu'on peut pas artificiellement découper Operando et Ultrafast. Quand même, est-ce qu'elles ont des spécificités, peut-être Monsieur D'Oliveira, en ce qui concerne, j'allais dire votre plateforme, mais je sais même pas s'il faut dire votre plateforme, la partie du hub. Il faut certainement pas dire ma plateforme. Non, effectivement, pour l'infrastructure Ultrafast, on peut souligner un certain nombre de spécificités. Je suis sûr que Jean-Pierre pourra faire de même pour l'infrastructure Operando prototypage. Donc pour Ultrafast, comme son nom l'indique, l'un des gros enjeux, c'est de pouvoir étudier des phénomènes dynamiques extrêmement rapides dans un grand nombre de systèmes. Donc à l'échelle femtoseconde, l'échelle du mouvement des atomes, ou l'échelle, des noyaux dans les atomes, et l'échelle même sub-femtoseconde. Donc là, on passe à l'échelle attoseconde dont nous a parlé aussi bien Pierre Agostini il y a un instant. Donc, au sein de l'infrastructure Ultrafast, donc on va trouver des plateformes qui non seulement vont proposer des sources de lumière, donc avec des durées d'impulsion extrêmement brèves, mais également des techniques de spectroscopie adaptées à l'étude des phénomènes brefs, que ce soit les techniques de spectroscopie pompe-sonde, d'absorption transitoire, de spectroscopie multidimensionnelle ou de Raman femtoseconde, pour n'en citer que quelques-unes. Et nous avons également une plateforme de nanostructuration, donc qui permet de créer des objets avec une très grande résolution de détails inférieure au micron, typiquement la centaine de nanomètres. Ça a été également évoqué par Rémi et Cataline tout à l'heure. Même question du côté d'Ultrafast. Operando. Monsieur, oui. Donc, forcément, fallait que je la fasse. Tout est très complémentaire, effectivement. Donc, au niveau complémentarité, effectivement, l'idée était d'être capable de caractériser les matériaux qui vont être touchés et qu'on a vu qui pouvaient être transformés par la lumière, et de suivre effectivement ce qui se passe au niveau moléculaire, topographique et tout ça, en combinant effectivement l'interaction de la lumière avec des méthodes analytiques de pointe. Donc, il y a effectivement la RPE, la RMN, mais il y a aussi des rayons X, il y a de la microscopie électronique, donc il y a le soleil qui est impliqué, le synchrotron soleil qui est impliqué, toutes les techniques de pointe qui peuvent être couplées avec de la lumière pour obtenir des informations sur ce qui se passe une fois que la lumière a interagi avec les photocatalyseurs, avec tout, et
et étudier dans le temps, éventuellement, pour le photovieillissement, par exemple, des œuvres du patrimoine, qu'est-ce qui va se passer au niveau moléculaire, ce qui va apporter une information importante. Le deuxième challenge de cette plateforme, c'était d'essayer de le faire le plus proche possible des conditions de fonctionnement, c'est-à-dire en opérando, parce que c'est intéressant d'être dans les conditions les plus proches. Mais ça, au niveau spectroscopie, c'est pas toujours simple. Donc il y a tout un effort au niveau de la méthodologie, de la mise en place, c'est d'être capable de faire ces mesures, non pas complètement sur une surface toute simple, mais éventuellement in situ, voire opérando, c'est-à-dire en fonctionnement, pour effectivement se rapprocher des conditions qui vont nous intéresser. Et le troisième challenge de cette plateforme, c'était d'être capable de faire du prototypage, c'est-à-dire de regarder effectivement ces cellules, ces fonctionnements, véritablement dans des prototypes qu'on peut commencer. Alors c'est pas directement des choses qu'on va industrialiser, mais c'est de s'approcher vers des applications et d'être capable de mesurer, par exemple, tous les flux de gaz, des cellules qui vont être capables de mesurer dans les biocarburants, par exemple, la production de tous les gaz qu'on va être capable de faire. Et tout ça, on a cette capacité en ayant ce prototypage qui peut être apporté aux projets qui seront développés dans les moonshots dont on a parlé ce matin. Peut-être pour compléter sur cette dimension-là par rapport à Ultrafast, vous me citiez en préparant cette petite table ronde un instrument dont j'ai bien sûr oublié le nom, mais qui s'appelle, c'est un spectromètre impulsionnel Elexis 580. Alors ça c'est un des appareils de RPE dont vous voyez l'image là, donc qui est en train d'être opéré. Donc l'idée dans le contexte de l'UMA, c'est de pouvoir mettre sur ces appareils-là des appareils qui s'appellent des rapid scans, donc qui vont nous permettre de c'est la même chose que celui-là en fait, c'est ça, c'est ça. Oui, c'est celui-là. Ouais. Donc là, c'est c'est à Lille, et l'autre sera installé à Grenoble, au CIMES, et à Lille, c'est au LASIR. Et donc, c'est des choses qui vont permettre de regarder des cinétiques extrêmement rapides, qu'on pouvait pas du tout faire auparavant, et donc de pouvoir regarder des phénomènes, par exemple, de photocatalyse. On va irradier l'échantillon et on va pouvoir regarder extrêmement rapidement la cinétique au niveau vraiment du matériau, de la production par exemple de radicaux, parce que c'est ça que s'intéresse la RPE, l'évolution du matériel à une échelle atomique, à une échelle moléculaire, de vraiment qu'est-ce qui se passe et de décortiquer les mécanismes liés à l'interaction avec la lumière. Ça peut prendre beaucoup de temps, l'équipement, l'accessorisation d'une machine dans Infra-Analytics pour répondre aux besoins de la communauté. Alors, ça se compte en semaines, en jours ou en mois? Ça se compte à partir du moment où on a le financement. Donc à partir du moment où les conventions peuvent être signées avec l'ANR, l'acquisition de l'équipement là, les équipements sont commandés et après, faut le temps que le fabricant, c'est pas beaucoup de constructeurs au monde. En gros, il y en a un. Oui, c'est Broker, c'est ça, Broker. C'est Broker, qui est un constructeur européen qui met 8 mois à fabriquer cet équipement et à le livrer. Il faut prendre son élan. D'accord. Je voudrais qu'on termine cette table ronde en prenant bien sûr des questions, mesdames et messieurs, pour si vous en avez sur les plateformes. Mais bien sûr, avant ça, quelle accessibilité? C'est la question que je voudrais vous poser pour terminer cet échange. D'abord, Monsieur d'Oliveira, comment sont examinées, sont expertisées, sont éventuellement même redistribuées les demandes d'accès à des équipements? Oui, alors ça va un petit peu dépendre des plateformes. Certaines plateformes étaient déjà des infrastructures de recherche ou faisaient partie d'une infrastructure de recherche distribuée et étaient déjà équipées pour pouvoir recevoir et examiner des demandes d'accès. Donc c'était le cas pour l'infrastructure Soleil et pour les infrastructures, les plateformes qui étaient au sein de l'infrastructure Analytics. Et là, dans ce cas, l'UMA s'appuie sur l'existant. Pour les autres plateformes, pardon. Donc là, l'UMA met en place effectivement un système de soumission, d'évaluation des demandes d'accès qui est basé en fait sur les mêmes règles. Donc on va retrouver 2 étapes. Donc la première étape après soumission de la demande, c'est une étape d'évaluation de la faisabilité technique. Donc on va contacter la plateforme qui a été ciblée par le demandeur et on va lui demander si l'expérience est réalisable sur ces instruments. Si elle l'est pas, effectivement, et c'est la force du réseau, on va essayer de trouver une autre plateforme au sein de l'UMA où l'expérience va pouvoir être réalisée. Alors qui exactement se charge de ça? Parce que c'est un sacré boulot, ça.
Alors ça va être l'équipe constituée par les 2 coordinateurs et le chargé de plateforme, mais évidemment en interaction avec tous les responsables scientifiques des plateformes. On va essayer d'identifier des possibilités, prendre contact avec les responsables des plateformes. Sur ce point, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je pense que, s'il faut donner un conseil aux utilisateurs, l'avantage des plateformes, c'est elles sont adossées à des équipes de recherche avec des ingénieurs. Et ces ingénieurs-là, ils connaissent vraiment très très bien leurs instruments, les équipements, les possibles applications. Donc vraiment, il faut prendre contact avec les équipes. C'est comme ça que ça marche sur Infraanalytics, et je pense que c'est un peu l'idée, qui peuvent vous conseiller, qui connaissent le réseau, parce qu'au bout d'un moment, c'est aussi ça l'avantage d'un PEPR ou de regroupement ou d'infrastructure, hein, c'est qu'il y a un réseau d'ingénieurs et de compétences qui se crée, qui permet d'aller sur une plateforme ou une autre et de passer d'une plateforme à une autre. Donc c'est vraiment ça la force, je pense, de ces réseaux. Tout à fait. Et je le confirme complètement. Et donc, après la phase d'évaluation technique, vient, si on a pu trouver une plateforme, la phase d'évaluation scientifique. Donc, dans le cas de l'UMAL, il y a une évaluation par 2 experts. Donc, nous avons constitué un comité d'experts d'une 60aine d'experts de façon à couvrir au mieux l'ensemble des domaines. Et si l'évaluation est positive, évidemment, il n'y a on peut passer à l'étape suivante. Et lorsque les 2 experts ne sont pas du même avis, on peut faire appel à un 3e expert ou arbitrer. Je voudrais surtout insister pour dire que même si l'évaluation est négative, c'est pas la fin de l'histoire, puisque nous répondons aux demandeurs en lui indiquant quelles sont les réserves qui auraient pu être faites par les experts, et le demandeur est tout à fait encouragé à redéposer sa demande dans une version qui a toutes les chances dans ce cas-là cette fois-ci d'être acceptée. De fonctionner, ok. Monsieur Seymour, quel conseil finalement on peut donner dans cette partie accessibilité, dans la partie je dépose un dossier, qu'est-ce que vous avez envie de dire à toutes celles et ceux qui pourraient prétendre? Donc déjà on est content parce que maintenant que la phase d'installation est quasiment pas finie, mais en tout cas en cours, on commence déjà à avoir des demandes, donc la communauté est en train de répondre. Ça y est, vous en recevez? Voilà, donc là il y en a qui ont déjà eu accès à certaines plateformes, donc ça veut dire que ça fonctionne. Et le deuxième point, c'est par contre, pour certains, c'est des nouveaux instruments, des nouvelles capacités de ces appareils. Et donc, je pense qu'il y a certaines communautés qui ne savent pas encore qu'ils pourraient tirer un intérêt de ces instruments. Et donc, moi, je leur conseille en tout cas de prendre contact avec nous, directement le hub, et on les mettra en relation avec les personnes, justement pour voir si on peut répondre à leurs questions et ne pas hésiter à se lancer. On est là justement pour faire de nouvelles expériences et des choses qui n'étaient pas forcément dans les clous. Quoi. Voilà. C'est bien on peut faire des pas de côté. Comment est-ce qu'on fait pour poser des questions au sujet d'équipements dont on ne connaît pas forcément complètement l'existence? Je pense que si on a des questions, on est quand même des spécialistes, ou en tout cas on est entouré de tous les spécialistes dans tous les domaines. Je pense que si la question est de savoir, ma question par exemple, je voudrais répondre scientifique et celle-là, est-ce qu'au niveau des capacités de vos plateformes, vous pensez pouvoir donner cette réponse? Nous, on fera le travail pour effectivement identifier quel type d'expérience doit être fait, est-ce qu'elle est faisable, et dans quel contexte, et on a tous les experts pour évaluer ça. Et vraiment, il faut sortir des clous. Ouais. On n'est pas juste pas se brider, quoi. Pas forcément se brider d'emblée en se disant non, ça ne doit pas être possible. Monsieur D'Oliveira. Oui, je voulais préciser qu'on n'impose pas que le demandeur d'accès cible une plateforme. Il peut très bien dire voilà, j'aimerais faire cette expérience. Je ne sais pas si vous pouvez la faire. Je ne sais pas sur quelle plateforme. Donc, il faut vraiment pas se brider. Ça peut être très ouvert. C'est tout à fait ouvert, absolument. Bon, je voudrais surtout pas rater le moment des questions réponses avec la salle. Si, mesdames et messieurs, vous avez des questions, c'est le moment. On pourra venir vous tendre un micro très très volontiers pour notamment répondre à cet enjeu de l'accessibilité. Voilà, c'est aussi votre journée. J'ai envie de vous dire, profitez-en. Même si j'imagine que certains d'entre vous pourront profiter de l'échange qu'on aura tout à l'heure avec les correspondants des plateformes du Hub Infrastructure en fin de journée. Donc première sollicitation reçue. Quel conseil on peut donner en ce qui concerne l'accès à ces plateformes? Qu'est-ce que serait votre conseil à Infraanalytics? Je pense que c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'il faut pas avoir peur, même si on n'est pas un expert de la technique, parce que je sais que des fois ça fait peur aux gens. C'est des techniques qui sont des techniques qui utilisent des aspects de physique. Donc typiquement, moi je suis plutôt en interface physique-biologie. Souvent les biologistes n'osent pas venir parce qu'ils se disent c'est une technique qui est trop compliquée. Je pense que vraiment l'idée c'est de venir discuter avec les ingénieurs du site,
voir si on peut mener des projets en collaboration, parce qu'il y a aussi beaucoup de chercheuses et de chercheurs dans ces équipes qui peuvent être intéressés. Et donc ça se fait par étapes, je dirais, d'aller-retour. On peut faire énormément de choses dès qu'on veut avoir une information d'analyse sur une structure, quelle qu'elle soit, voilà, sur un composé. Est-ce qu'on peut imaginer, ou est-ce que ça existe déjà, une sorte de cartographie de l'ensemble des équipements qui seraient dans le hub d'infrastructure, ou c'est pas possible, ça serait trop compliqué d'avoir ça? On a une cartographie. L'idée, c'est d'avoir aussi une deuxième vague, c'est-à-dire maintenant de compléter la première vague, c'est-à-dire les projets ciblés qu'on a mis en place, et effectivement maintenant d'incorporer d'autres structures dont on aurait besoin pour faire les découvertes au niveau du Quand vous projet. dites on a une cartographie, vous l'avez? Du hub, vous parlez, hein? Oui, Oui. Elle est visible de l'extérieur? Elle est sur le site. On a un très beau site qui a été très bien fait justement pour favoriser l'accessibilité. Donc, qu'à aller sur le site, Elle est sur le on site, regarde tout ce qui trouver. existe et on peut éventuellement... Oui, voilà. Et juste pour finir, je pense que l'enjeu, c'est le succès. On va voir effectivement l'utilisation de ces plateformes. On a normalement des chiffres d'accessibilité qu'on pourra donner à la fin du projet. Et je pense qu'un des challenges, et là, je pense que le ministère est aussi sensible à ça, c'est comment ces structures de hub vont pouvoir effectivement perdurer après les projets, si elles montrent effectivement leur importance et qu'elles répondent à des questions de la communauté scientifique. Comment, à la fin du PEPR, on pourra faire vivre ces structures si elles ont prouvé leur intérêt. Madame Van-Eschdorff, vous voulez ajouter quelque chose? Peut-être aussi sur les gens qui opèrent sur ces plateformes. Je pense qu'il y a un énorme intérêt aussi à faire venir des chercheurs qui viennent avec d'autres questions, avec d'autres demandes et avec des manières de faire évoluer les équipements. Nous, ça a été le gros intérêt pour Infraanalytics de rentrer dans l'UMA, c'est de pouvoir apporter d'autres équipements sur des nouveautés sur ces équipements pour faire de nouvelles choses. Et donc c'est du gagnant-gagnant, je dirais, entre les gens qui développent des projets de recherche, qui développent des nouvelles questions, et la manière dont on va pouvoir ensuite faire évoluer les équipements pour répondre à d'autres questions. Des questions de la salle? Non? Bon, on est super clair alors, et en plus on est bon sur le timing. Alors ça fait deux choses assez exceptionnelles. Y a-t-il quelque chose, il nous reste 4 minutes avant de clore cette séquence, y a-t-il quelque chose, voilà, sur laquelle on serait passé un petit peu vite? Il y a à la fin, à un moment donné, une évaluation de l'utilisation des plateformes? Donc, effectivement, on va avoir un suivi. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir une entrée nationale, même si effectivement Infraanalytics et on a Soleil aussi, mais tout sera comptabilisé. Chaque année, on aura une comptabilisation des accès. Chaque année, d'accord. Chaque année. On sait déjà rendra ça à l'ANR, puisque effectivement, on rendra des comptes à l'ANR de notre taux d'utilisation de nos plateformes. On pourra éventuellement redistribuer l'accès en fonction aussi de la demande, c'est-à-dire on s'est gardé oui, une parce que j'imagine que vous subodorez qu'il y a peut-être des plateformes qui vont être plus utilisées que d'autres. Et ça, c'est l'avantage. On a une certaine agilité dans ce genre de structure, c'est qu'on peut effectivement la faire évoluer avec la deuxième vague, mais on peut aussi réadapter l'accès à nos différentes plateformes grâce à cette structure qu'on a mis en place. Bon, eh bien, on vous souhaite plein de succès dans ce infrastructure. Merci beaucoup, Pascal d'Oliveira, Jean-Pierre Simor et Karine Van-Eschdorff. Vous étiez donc les intervenants de cette micro-table ronde consacrée au hub d'infrastructure. On vous applaudit et on va donner la parole pour terminer à Frédéric Ravel. Merci beaucoup. Merci.